Paris, c'est pas seulement la Tour Eiffel ou le Louvre. Alors, dans cet épisode 203 du podcast Fluidité, je vous emmène découvrir 9 points d'intérêt surprenants de Paris que les touristes visitent un peu moins, mais que vous allez adorer et qui vous feront voir Paris autrement. Alors, c'est parti! Juste avant de commencer, je voudrais vous rappeler que sur mon site internet français avec fluidité.com, je peux vous aider à progresser en français. On propose des cours privés avec des tuteurs sympas pour pratiquer votre conversation, mais on propose aussi le Club VIP, une grande communauté d'apprenants pour pratiquer votre oral en groupe dans des chats Zoom tous les mois. On fait entre 8 et 10 chats par mois et toute l'année, dans lesquels on fait différentes activités en français pour le pratiquer et pour apprendre à le parler avec confiance. Il y a aussi un groupe Telegram privé actif tous les jours et d'autres avantages. Alors pour avoir toutes les informations, les liens sont dans la description ou alors vous cherchez français avec fluidité pour trouver mon site web. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé de Paris, la fameuse capitale que vous connaissez forcément si vous apprenez le français. Mais cette semaine, j'aimerais vous en reparler un peu. Je vous explique pourquoi. La semaine dernière, mes parents sont allés à Paris pour visiter quelques endroits qu'ils n'avaient jamais vus. Si vous allez à Paris pour la première fois, c'est normal que vous visitiez les sites touristiques incontournables comme la Tour Eiffel, le Louvre, l'Arc de Triomphe, etc. Mais si vous y retournez, vous pouvez visiter d'autres endroits moins connus des touristes. Bien sûr, il y a quand même des touristes, mais ce sont des lieux un peu moins fréquentés. Surtout que Paris est de plus en plus visité, il y a du monde presque toute l'année, donc c'est aussi agréable de pouvoir voir de belles choses, mais avec moins de gens. La majorité de lieux dont je vais vous parler sont dans des bâtiments, donc vous serez au frais pendant l'été et au chaud pendant l'hiver. Et à Paris, il y a énormément de choses à voir. Je suppose que même les Parisiens ne peuvent pas tout voir de leur grande ville. Donc je vous propose une liste de sites à voir qui rendront votre séjour inoubliable. Sans plus tarder, on commence avec le premier élément et je vous ai gardé le plus surprenant pour la fin. D'abord, j'aimerais vous parler de la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle a été construite au XIIIe siècle pour héberger des reliques comme la couronne de Jésus, un morceau de bois de la croix où il a été crucifié, et encore plein d'autres reliques de la Passion que les chrétiens connaissent certainement. D'ailleurs, certaines de ces reliques ont été transférées à Notre-Dame de Paris, mais aussi au Louvre depuis l'incendie de Notre-Dame. Entre parenthèses, pour tout savoir sur Notre-Dame de Paris et son incendie, vous pouvez écouter les épisodes 107 et 185. La Sainte-Chapelle est comme une église, mais composée de 2 étages. La chapelle basse et la chapelle haute. La chapelle basse est très jolie, mais la plus belle est la partie haute. En entrant dans la chapelle haute, vous serez émerveillé par tous ces vitraux qui font 15 mètres de haut et qui représentent environ 1113 scènes de la Bible. La lumière du jour traverse ces vitraux, créant une atmosphère presque magique. Ce sont environ 600 mètres carrés de vitraux, il y en a partout. Donc un vitrail, c'est une vitre sur laquelle on a fait des dessins ou des peintures, comme dans les édifices religieux. La Sainte-Chapelle est un véritable chef-d'œuvre. Elle se trouve sur l'île de la Cité, une des îles au milieu de la Seine, pas loin de Notre-Dame de Paris. Juste à côté de la Sainte-Chapelle, il y a le deuxième site dont je voudrais vous parler. C'est la Conciergerie, un lieu exceptionnel de pouvoir autour de 2 temps forts de l'histoire de France, le Moyen-Âge et la Révolution. C'est un bâtiment qui faisait partie du Grand Palais Royal sur l'île de la Cité. C'était à l'origine le lieu de résidence des rois de France au Moyen-Âge. Au XIIIe et au XIVe siècle, le bâtiment a subi quelques agrandissements et il a peu à peu perdu sa fonction de résidence royale. Des cellules de prison y ont été installées et il a pris le nom de conciergerie. Il est devenu l'une des prisons les plus importantes de Paris au XVe siècle. Ensuite, la Révolution est arrivée en 1789 et la conciergerie a joué un rôle central dans cette partie de l'histoire de France. En effet, le tribunal révolutionnaire s'est installé en mars 1793 à la Conciergerie. Beaucoup de prisonniers des prisons de Paris y ont été transférés
pour être le plus souvent condamnés à mort. De grands personnages de cette époque y ont été enfermés avant d'être exécutés. Ce sont environ 600 prisonniers qui sont passés par la conciergerie durant la Révolution. Mais la plus connue des prisonnières, c'est la reine Marie-Antoinette, la femme du roi Louis XVI. Elle y a passé quelques jours emprisonnée avant d'être guillotinée, place de la Concorde. On peut visiter sa cellule et une chapelle en son honneur. Ensuite, elle a continué à servir de prison jusqu'en 1934. Donc on peut visiter la partie prison, mais il y a aussi de belles salles très grandes. La conciergerie se trouve au bord de la Seine, donc on la voit très bien si on passe devant en bateau. Et maintenant, je vous emmène au Palais Garnier, aussi appelé l'Opéra Garnier. Inauguré en 1875, l'Opéra Garnier est un chef-d'œuvre architectural conçu par Charles Garnier. C'est un théâtre national qui est aussi une académie de musique et de chorégraphie. C'est évidemment un lieu où sont joués de nombreux spectacles, comme des opéras, des ballets, des concerts et des récitals. Mais l'Opéra Garnier se distingue par sa beauté et sa majestuosité. D'abord, il y a la façade sud avec ses colonnes, ses arches et ses sculptures qui est vraiment magnifique. La façade ouest est également très belle. Et en entrant, il y a un grand et impressionnant escalier de marbre. Dans la salle de spectacle, on trouve de somptueuses loges, un énorme lustre et une grande coupole peinte par Marc Chagall. C'est un lieu incontournable pour les amateurs d'opéra et de ballet. Assistez à une représentation ou faites simplement une visite guidée pour découvrir les coulisses de ce monument emblématique. Tout est tellement beau qu'on ne sait plus où donner de la tête. Une expression pour dire qu'on ne sait plus où regarder, tellement tout est magnifique. Le lieu suivant que je voudrais vous présenter, c'est pas un bâtiment, c'est le canal Saint-Martin, donc un lieu de promenade. Ce canal long de 4,5 km et creusé au début du 19e siècle est un lieu de détente et de romance. Il relie le bassin de la Villette au port de l'Arsenal. Vous pouvez vous promener le long des berges, admirer les ponts et les écluses, ou faire un pique-nique sur l'herbe par exemple. Les bateaux passent lentement et les arbres offrent une ombre bienvenue en été. C'est un endroit idéal pour échapper à l'agitation de la ville. Beaucoup de jeunes s'y retrouvent pour prendre l'apéro et il y a plein de restaurants très sympas. De nos jours, on peut aussi se baigner dans le canal Saint-Martin en été. Et pour notre 5e endroit, je vous propose un lieu extrêmement calme puisqu'il s'agit de la Bibliothèque nationale de France. Alors, c'est la Bibliothèque nationale de la République française, comme son nom l'indique, et elle comporte plusieurs sites à plusieurs endroits de la capitale. Le site le plus ancien, c'est celui qui s'appelle Richelieu, en plein centre de Paris, à côté du Louvre. Il a été construit au XVIIe siècle et c'est le berceau historique de la bibliothèque. Le berceau, ça veut dire le lieu de naissance dans ce contexte. Il rassemble des salles de recherche et une grande salle de lecture appelée la salle ovale, avec plus de 20 000 œuvres. Dans cette salle, il y a des étudiants, donc il faut faire silence absolu pour ne pas les déranger. Mais sur le site Richelieu, il y a aussi un musée avec plus de 900 pièces de collection, une galerie d'exposition et des bibliothèques de recherche. Le bâtiment est ancien, donc tout est magnifique à l'intérieur. Le site a été en travaux de restauration pendant quelques années, donc maintenant il est resplendissant. Le musée et la galerie sont payants, mais l'accès à la salle ovale est complètement gratuit. Et maintenant, j'aimerais vous conseiller un autre lieu où vous devrez être silencieux et très discret, c'est l'Assemblée nationale. Et oui, on peut la visiter. Située dans le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale est le cœur du pouvoir législatif français. Les visites guidées vous permettront de découvrir les salons somptueux, la bibliothèque et l'hémicycle où siègent les députés. C'est une occasion unique de comprendre le fonctionnement de la démocratie française et de voir où sont prises les décisions du pays. Même si vous n'aimez pas la politique, ça vaut le coup de la visiter et je vais vous dire pourquoi. Premièrement parce que c'est gratuit. Ensuite, la façade est magnifique, elle est composée de colonnes comme un temple de style grec antique. L'intérieur du bâtiment est aussi très beau. Il y a également une belle bibliothèque d'un charme ancien typique. Et bien évidemment, on peut entrer dans l'hémicycle,
donc la salle en forme d'amphithéâtre où se réunissent les députés durant les assemblées. Vous pouvez même assister à une de ces assemblées. Mes parents l'ont fait et ils m'ont expliqué comment ça fonctionne. Tous les visiteurs qui assistent à une assemblée ne peuvent pas rentrer avec un sac ni avec un smartphone. Ils doivent garder le silence complet et ils ne doivent faire aucun signe d'approbation ou de désaccord avec la tête ou avec leur corps. Bien évidemment, c'est pour ne pas perturber ou influencer les décisions des députés. Mais les visiteurs ne peuvent pas rester durant toute l'assemblée, ils y assistent seulement quelques minutes. Je voudrais bien y aller aussi, malgré que la politique ne m'intéresse pas beaucoup. Si vous voulez tout savoir sur le système politique français, écoutez l'épisode numéro 40. Je vais maintenant vous conseiller un autre monument dont la façade ressemble à celle de l'Assemblée. Le bâtiment dont je parle, c'est le Panthéon. Construit à la fin du XVIIIe siècle, le Panthéon est un mausolée où reposent de grandes personnalités de l'histoire de France. On y trouve Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Marie et Pierre Curie, etc. Un mausolée, ça veut dire un grand monument funéraire. Il comporte une façade avec de belles colonnes grecques et à l'intérieur, il y a une splendide coupole. Mais dedans, il y a aussi une curiosité, c'est le pendule de Foucault, du nom de l'astronome et physicien français. C'est un grand câble avec une boule au bout qui se balance de gauche à droite. Le physicien avait fait une expérience pour montrer aux Parisiens qu'on pouvait constater que la Terre tournait. Le Panthéon héberge aussi une sculpture qui s'appelle la Convention nationale. C'est une Marianne, symbole de la République française, au-dessus de la phrase « vivre libre ou mourir ». Le Panthéon est un lieu de mémoire et de recueillement, mais aussi un symbole des valeurs de la République française. On passe au point d'intérêt suivant, qui est peut-être le plus connu de toute ma liste, ce sont les catacombes de Paris. Ces anciennes carrières souterraines ont été transformées en ossuaires à la fin du XVIIIe siècle pour accueillir les restes de millions de Parisiens. C'est tout simplement le plus grand ossuaire du monde. Alors, un ossuaire, c'est un endroit où on garde les os des personnes décédées. Une visite des catacombes vous emmènera à travers des couloirs étroits et des arrangements d'ossements, créant une atmosphère à la fois fascinante et un peu effrayante. C'est un réseau de 1,5 km à 20 mètres de profondeur. Donc en hiver, il fait moins froid qu'à la surface et en été, il fait moins chaud. Les ossements, donc l'ensemble des os du corps humain des Parisiens décédés, y ont été mis à la fin du XVIIIe siècle à cause de problèmes de salubrité dans les cimetières de Paris. Les transferts des os vers les catacombes se sont arrêtés vers 1860. C'est une expérience unique qui vous fera découvrir un aspect méconnu de Paris. Et je vous ai laissé une surprise pour la fin, un lieu auquel vous ne pensez pas du tout, c'est la Grande Mosquée de Paris. En effet, c'est un véritable joyau, ça veut dire un bijou. Construite dans un style arabo-andalou en 1926, la Grande Mosquée de Paris est un joyau architectural qui rend hommage à la culture islamique et à l'artisanat traditionnel. Il y a un magnifique jardin andalou rempli de plantes exotiques, de fontaines et de petits passages. Le bâtiment lui-même est une merveille d'architecture. Il y a des mosaïques colorées partout et d'autres très beaux éléments de décor. La mosquée propose également une bibliothèque, un musée, un restaurant, un salon de thé où vous pourrez déguster des pâtisseries orientales ou encore un hammam pour se détendre. C'est un lieu de paix et de spiritualité, mais aussi un centre culturel qui organise des expositions et des événements tout au long de l'année. Voilà une expérience unique à Paris. Pour entrer dans la plupart de ces monuments, il y a un abonnement valable 1 an à 45 € par personne ou à 70 € pour 2 personnes. Je pense que c'est avantageux parce que ça coûte beaucoup plus cher de payer l'entrée de chaque monument individuellement. D'ailleurs, cet abonnement vous donne accès aux autres monuments nationaux de France, pas seulement ceux de Paris. Il s'appelle l'abonnement Passion, je vous mets le lien dans la description. Alors je connais aucun de ces sites, mais j'aimerais beaucoup aller les voir. Il y a bien sûr plein d'autres points d'intérêt à voir à Paris. Je vous propose d'écrire vos idées en commentaire pour les partager avec les autres apprenants de français. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre « En route vers le français avec fluidité ». C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast,
plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou à partager les contenus que je fais. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.